J'appelle donc la communication suivante avec une certaine émotion parce que Christian Herlin a été externe dans le service de chirurgie orthopédique et puis il est professeur agrégé maintenant à Montpellier sur sociologie de la réassignation sexuelle. Mais il a été aussi interne chez toi, hein. Bon, donc il est revenu aussi un peu à Amiens. Herlin, c'est un nom typiquement picard, hein, je peux vous dire. Il n'y en a pas beaucoup à Montpellier, effectivement. À Montpellier, non, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Peut-être Hermini, peut-être. Peut-être Plus. Messieurs les présidents, monsieur le secrétaire général, chers collègues et amis, donc j'ai le plaisir de vous présenter un travail que m'avait proposé le professeur Dutheil sur les aspects sociologiques de la transidentité. Donc ça va être du coup beaucoup moins technique. Je ne suis pas sociologue, hein, je suis chirurgien plasticien et j'ai, au cours de mes premières années d'exercice, eu une très forte demande concernant des chirurgies. Alors moi, je ne pratique pas de chirurgie de réassignement ou de genre au niveau génital, mais au niveau thoracique. Donc, j'ai participé à beaucoup de RCP. Il y a eu énormément de mouvements localement à Montpellier. Je me suis pas mal posé de questions. Donc, c'est vrai que l'aspect sociologique m'a intéressé et j'ai étudié ça attentivement pendant quelques mois. Donc, je fais un bref rappel biologique parce que je pense que c'est toujours intéressant de comprendre pourquoi ce sujet de l'affirmation du genre heurte un certain nombre d'entre nous de manière un petit peu instinctive. Je pense que ça tient aussi au fait que la sexuation est quelque chose d'assez binaire et d'assez instinctif pour beaucoup d'entre nous. Elle est apparue sur Terre il y a 180 millions d'années. C'est en fait le seul mode de reproduction que la nature a véritablement réussi à pérenniser dans le temps. En gros, depuis que les animaux sont passés d'un stade unicellulaire à un stade pluricellulaire. En fait, le brassage des gènes permet, comme vous le savez, de pallier aux erreurs génétiques, d'évoluer dans l'espèce en fonction de ses environnements. Alors, il existe d'autres modes de reproduction alternatifs, comme la parthénogénèse, qui permet en fait à certains animaux de se reproduire sans gamètes. En fait, c'est des autoreproductions avec le même patrimoine génétique. Mais malheureusement, ce n'est réservé, ou heureusement, ce n'est réservé qu'à certains types d'animaux qui évoluent très peu, qui ont des environnements plutôt stables. Donc, si je peux citer l'abeille et le dragon de Komodo. C'est à pas confondre avec l'hermaphrodisme qu'on connaît beaucoup plus facilement, qui est l'existence de manière soit simultanée, soit de manière séquentielle d'organes génitaux femelles ou mâles. Donc, on connaît bien l'escargot ou le lombric pour la manière simultanée, hein. On a l'existence d'un matériel reproductif homme ou femme de manière synchrone, ou de manière séquentielle, comme les poissons clowns qui vont être des femelles pendant une partie de leur vie, puis ensuite ils vont devenir des mâles un petit peu plus tard. Alors ça, c'est pour parler du dimorphisme. J'ai le plaisir de faire un Master 2 qui avait une partie d'anthropologie qui avait lieu d'ailleurs à René Descartes, donc c'était pas très loin d'ici. On m'avait appris certaines choses sur le dimorphisme sexuel en faisant de l'anatomie comparée. Le dimorphisme sexuel, c'est le fait d'avoir dans le sexe féminin et dans le chez les mâles et chez les femelles une différence de caractéristiques physiques. On appelle ça le dimorphisme. Et les animaux dimorphiques sont plutôt des animaux polygames. Donc, je vous laisse faire le parallèle avec l'espèce humaine. Les animaux polygames sont chez les animaux polygames. En fait, ce qu'on voit dans la nature, c'est pas grand-chose à voir avec la transsexualité, mais c'est quand même relativement important, je pense, d'un point de vue sociétal. Ce sont dans la nature, à part chez l'homme, c'est les femmes c'est les hommes qui portent l'apparat et c'est les femmes très souvent qui choisissent les hommes selon leurs caractéristiques physiques ou leur capacité à défendre le territoire ou défendre la portée. Et c'est des choses qu'on a tendance relativement à oublier, mais qui sont assez singulières et qui sont constantes. On peut le voir dans plein d'espèces d'animaux terrestres ou marins. Alors, l'intersexuation, elle existe chez l'être humain et elle touche à environ 1 à 2 des naissances. Donc, c'est le fait d'avoir des caractéristiques sexuelles, soit externes, soit génétiques, qui font qu'on a du mal à savoir si on doit déclarer l'être humain comme étant
de sexe masculin ou de sexe féminin. Donc, tout le monde connaît XXY, l'hyperplasie congénitale des surrénales, ou alors il y a certaines malformations très graves des organes génitaux qui font qu'on va avoir du mal à reconstruire, par exemple, un pénis. Voilà, alors il y a des chirurgies qui ont été faites jusqu'à il n'y a pas très longtemps de manière assez précoce par soit des chirurgiens plasticiens ou maintenant de plus en plus par des chirurgiens urologues pédiatriques. Ça se faisait très fréquemment jusqu'en 2021. Puis il y a eu une loi de bioéthique qui a fait que les choses sont devenues beaucoup plus discutées. À l'heure actuelle, la chirurgie d'assignement sexuel pour les gens qui sont dans une situation d'intersexuation prend beaucoup plus de temps où en fait, le législateur a essayé de mettre la personne au centre des débats, sachant qu'on a affaire à des enfants. De toute façon, ils ne peuvent pas véritablement prétendre à choisir leur sexe avant de nombreuses années. Donc, ces chirurgies sont très souvent reportées beaucoup plus il y a plusieurs années, ce qui, du coup, alimente les débats avec des gens qui ont du mal à comprendre pourquoi on n'incorpore pas les gens dans une sexuation qui est la plus proche de ce que les experts ont estimé comme étant la leur. Et du coup, on laisse une place un peu plus importante à l'autodétermination, ce qui est assez logique et assez en raccord avec ce qu'on peut voir dans la société à l'heure actuelle. Mais il y a pas mal de spécialistes qui ont travaillé là-dessus, qui estiment que c'est un risque pour ces enfants et c'est un facteur vraisemblablement de fragilité pour un certain nombre d'entre eux. Alors, il ne faut pas confondre l'intersexuation avec l'incongruence de genre. Je crois que c'est un autre terme, hein. L'incongruence de genre, c'est le fait de ne pas alors, je correspond au ressenti d'une identité, d'un rôle ou d'une expression de genre. Il ne faut pas confondre le genre et le sexe, hein, qui diffèrent de la norme culturelle prescrite pour des personnes de sexe déterminé. Bon, c'est une définition du dictionnaire, hein. Ça représenterait de manière officielle dans les études entre 0,3 et 1,3% de la population. Alors, la dysphorie de genre, c'est quelque chose dont vous allez entendre parler, c'est le fait de souffrir de son incongruence de genre. Et le genre, c'est un terme sociologique, hein, qui a été inventé dans les années 50 par les sociologues pour juger ou pour qualifier le rôle du sexe féminin et le rôle du sexe masculin dans la société. C'est pas la même chose que la sexuation. Alors, d'une manière générale, quand on regarde un petit peu en dehors de nos frontières et en perspective dans l'histoire, on peut estimer il y a toujours eu des personnes trans dans beaucoup de sociétés. En fonction de l'époque, des croyances, des pratiques sociales, elles étaient confondues soit avec des travestis, puisqu'ils n'avaient pas accès soit à la transition hormonale, soit à la transition chirurgicale si elles l'auraient souhaité il ou elle aurait souhaité, soit avec des homosexuels, puisque pour un certain nombre d'écrits, il y a une espèce de continuum. C'est ce que prônent un certain nombre de psychanalystes, en tout cas, ou l'ont prôné pendant de nombreuses années. Alors, les plus connus, dans les plus connus, c'est ce qu'on appelle maintenant les ladyboys, ce qu'on appelle en Thaïlande les kathoy, je pense, comme ça qu'on le prononce. Malheureusement, il y a tout un côté péjoratif autour de ces personnes qui, malheureusement, pardon, ont été rattrapées par l'industrie du sexe et ça a permis d'une certaine façon l'émancipation de populations défavorisées, ce qui a tendance à brouiller un peu le discours véritable, puisque c'est des personnes qui, quand on regarde les écrits, étaient très bien identifiées, très bien inclus dans la société pendant de nombreuses années. Alors en Inde, c'est les Irras, pardon, qui en fait sont assez souvent plutôt des gardiens de harem, qui étaient composés d'eunuques ou des hommes qu'on émasculés, ou des personnes intersexes, qui étaient biologiquement ni véritablement hommes, ni véritablement femmes. Quand on regarde, il y a les Maous en Océanie, qui sont donc des garçons d'expression de genre féminine, qui sont assez souvent le dernier garçon d'une fratrie, qui peuvent être soit professeurs de chant, soit professeurs de danse, soit restés au foyer auprès de la maman. Et ensuite, à Samoa, il y a les Fafaïnes, qui ne sont pas considérés comme femmes en étant hommes biologiques, hein, mais qui sont considérés, comme on va le voir chez les Mexicains, comme un troisième sexe, un sexe à part entière. Alors, je crois qu'on en discutait tout à l'heure, peut-être en Océanie, c'est le cas, mais je n'avais pas trouvé d'écrit là-dessus véritablement. Euh, et eux, pour le coup, il n'y a pas d'histoire de transition médicale ou chirurgicale, hein. Ils vivent une expression de genre féminine en ayant des caractéristiques sexuelles biologiques d'hommes,
Finalement, peu importe leur sexualité, c'est un autre débat. Alors, en Amérique du Sud, il y a le MUX qui pourrait correspondre au ce qu'on appelle les bispirituels, hein. Donc, il y a une dimension un petit peu aussi un peu chamanique. Donc, c'est des gens qui sont d'un sexe qui peuvent aller de l'autre sexe par une incantation divine. Alors ça, c'est les écrits. Et puis, ça s'est un petit peu développé avec des choses qui sont beaucoup moins portées sur toute la partie chamanique comment dire, l'aspect spirituel ou religieux. Et on continue à utiliser ce terme en Amérique du Sud. Alors, comme l'a dit le professeur Casanova, au cours des 50 dernières années, il y a véritablement une grande variation dans la façon dont on a abordé ce qu'on appelait avant le transsexualisme, hein, maintenant on appelle l'incongruence de genre, ou de manière un peu plus globale, la transidentité, ce qui est le terme à l'heure actuelle, je crois, utilisé par la communauté, donc 2S LGBTQI+, qui veut dire bispirituel, lesbien, gay, bi, trans, queer, intersexe et plus pour ceux qui ne sont pas inclus dedans. Donc, en gros, en 50 ans, on est passé d'un statut des gens trans à un statut d'anormal. C'était des anormaux. Ensuite, on les a fait passer à un statut de malade. Donc, avec la mise en place d'un suivi médical, la possibilité d'avoir une prise en charge par la sécurité sociale par le biais de réunions tripartites et d'un accord tripartite entre un endocrinologue, un psychiatre et un chirurgien pour avoir la LD, et dernièrement, plus sur un principe d'autodétermination qui va sortir et faire sortir ces gens du cadre pathologique. Donc ça s'est véritablement changé en 50 ans. Et ce qui est assez, voilà, en 2024, la vraie question est de savoir pourquoi en 2024, c'est un souci ou c'est un enjeu de société particulier que des gens qui ont une biologie masculine, alors je ne parle pas des intersexes, hein, mais des gens qui ont une biologie masculine veulent devenir des femmes ou exprimer un genre donc, sociétal féminin. Soit on le voit au milieu par simplement le fait de s'habiller ou de mimer un comportement féminin, hein. D'ailleurs, c'est assez troublant de constater qu'il y a une forme de transition parfois entre certains comportements de travestisme et la volonté véritablement d'aller au-delà et d'aller vers une chirurgie de réassignation. Et c'est très difficile à l'heure actuelle de mettre parfois une véritable différence dans certaines façons certaines demandes, hein, qui sont exprimées. Alors, il y a quelque chose qui, à mon avis, heurte beaucoup les chirurgiens qui sont un peu plus maintenant en première ligne, comme l'a dit le professeur Casanova, puisqu'on n'a plus ou beaucoup moins le tampon, ou en tout cas l'avis des psychiatres qui devaient véritablement savoir si la transsexualité était inclue, ou en tout cas l'incongruence ou la dysphorie de genre était inclue dans une pathologie psychiatrique invasive ou pas. Je pense que les gens qui pratiquent la chirurgie du transsexualisme le voient, on a beaucoup moins de filtres à l'heure actuelle et on est parfois en première ligne puisque les gens ont accès maintenant à de l'hormonothérapie via Amazon. Donc, on peut penser qu'un certain nombre d'entre eux n'ont quasiment jamais vu de psychiatre et vont voir les chirurgiens assez tôt avec on le verra tout à l'heure, une explosion des demandes, hein. Les chiffres sont d'ailleurs pas très très clairs. Le vrai souci, et ce qui pose problème à l'heure actuelle aussi, c'est qu'on a une communauté qui se réclame être non-binaire. Alors, la non-binarité, c'est encore quelque chose de différent, je pense. Donc, c'est des gens qui ont, en fait, on le voit, hein, moi j'ai vraiment du mal à comprendre, même en essayant, quelqu'un qui se réclame être non-binaire lesbien. Je ne crois pas que ça soit. Il y a besoin de savoir qu'on est lesbien si on est non-binaire, parce que par définition, si on est non-binaire, on ne peut pas être homosexuel ou. Enfin, voilà, on a une sexualité qui, du coup, n'est pas genrée. Moi, j'ai du mal à comprendre véritablement sans vouloir faire de polémique. Je pense qu'il y a véritablement une communauté qui veut s'affranchir véritablement en se disant, ça, c'est ma sexualité, ça vous regarde pas, ce qui est de toute façon très, très clair. Et c'est mon genre, ça vous regarde pas. Et c'est des gens qui vont aller vers ce qu'on appelle le gender fluid, donc qui vont exprimer soit un genre
masculin ou un genre féminin de manière un petit peu aléatoire, soit dans une période, pendant une période, soit de manière un petit peu plus espacée ou alors un peu plus rapprochée. Donc ça devient difficile. Alors, ce qui pose problème en tant que chirurgien, je pense, ce qui a posé problème pour les chirurgiens, c'est de se dire si ces personnes qui ont des attentes qui ne sont pas véritablement définies, puisqu'ils sont passés, ils sont capables de vouloir devenir des hommes, redevenir des femmes si c'était des femmes initialement, est-ce qu'ils ne vont pas regretter leur geste une fois qu'on aura fait la chirurgie? Je pense que c'est ça le véritable dilemme. Et l'explosion des cas en 10 ans, on l'a dit, hein, il y a des études qui montrent que dans un campus universitaire, vous allez avoir 0,5% des gens qui vont se réclamer être non-binaires ou dans une situation d'incongruence de genre. Et vous allez dans un autre campus, il va y avoir 20 ou 30% des gens qui vont dire être dans ce cas-là. Donc c'est assez compliqué. Comme je l'ai dit, le parcours tripartite avec l'ALD qui était une espèce de filtre n'existe plus, donc les chirurgiens sont en première ligne. Et on a très peu de données sur les détransitions, puisque en général, les gens qui détransitionnent ont une perte de confiance des gens qui les ont fait transitionner. Parce que, en fait, assez souvent, que ce soit des endocrinologues, des psychiatres, les gens qui finalement se rendent compte qu'ils étaient bien dans leur sexe initial, ils ne vont pas aller revoir les gens pour leur dire bah, finalement, j'arrête les hormones. Et il y a énormément de pertes de vue. Quand on fait les revues de littérature, on voit qu'il y a énormément de pertes de vue. C'est assez logique. Les gens se sentent finalement un petit peu désemparés et on a du mal à savoir. Alors, il y a des études qui disent que c'est 0,5%, ça c'est très rassurant. Il y a des études qui disent que c'est plutôt 10%, ça commence à être un peu plus inquiétant. Puis il y a des études peut-être un peu catastrophiques qui disent que ça va jusqu'à 40%. Alors, c'est des études qui portent plutôt sur des transitions médicales, mais selon certaines études qui semblent assez sérieuses, il y aurait 40% de gens qui prenaient de l'hormonothérapie qui finalement arrêtent d'en prendre, soit à cause des effets secondaires, soit aussi, peut-être probablement, il faut le dire, parce que la société étant plus ouverte, on n'a plus besoin d'être véritablement de devoir prendre des hormones pour affirmer son genre. On a juste envie que la société nous accepte tel qu'on est sans forcément faire de transition médicale. Voilà, alors on a parlé des traitements hormonaux précoces. Les bloqueurs hormonaux, la France a un petit peu pas fait machine arrière, mais je pense qu'elle est relativement frileuse à l'introduction des bloqueurs hormonaux. Alors, c'est sûr que quand vous bloquez les hormones de quelqu'un avant la puberté et que vous lui donnez des hormones inverses, bah, les chirurgiens plasticiens, ils vont pas dire qu'ils ont quasiment plus de travail, mais ils ont très peu de travail, puisque toutes les chirurgies qui vont viser à gommer les différences caractéristiques du dimorphisme sexuel n'ont plus véritablement besoin. On crée en fait une personne qui a des caractéristiques sexuelles un petit peu intersexes, et puis il y a véritablement que les organes génitaux qui sont très impactés par la génétique, mais la chirurgie est du coup beaucoup plus fiable, enfin pas fiable, mais en tout cas beaucoup plus efficace, en tout cas en termes d'affirmation de genre. Et pour avoir opéré un certain nombre de patientes qui avaient pris des hormones féminines très tôt, on le voit, il y a indéniablement, c'est beaucoup plus simple que si les gens commencent à prendre des hormones à 40 ou à 40 ans, ça c'est clair. Voilà, alors moi, le plaidoyer que j'avais fait quand j'ai regardé un peu l'état des lieux en France, c'était que de développer les centres, hein, parce qu'il y a véritablement une problématique d'accès aux soins. Ça paraît très clair avec des listes d'attente qui sont démesurées, un an, 2 ans, 3 ans, surtout pour la chirurgie génitale, hein. C'est très complexe comme chirurgie, il y a très peu de centres qui la font. Faut, par contre, à mon sens, promouvoir les études de cohorte hein, qui sont pas très bonnes. On va faire des répertoires pour les prothèses mammaires. Je pense qu'il y a véritablement besoin de faire un suivi qui doit être très important. Des pertes de vue sur des chirurgies aussi mutilantes potentiellement, pour moi, elles ne sont pas vraiment admissibles. Il faut que les gens soient suivis très longtemps pour savoir si l'intégration sociale est bonne, si véritablement on les a aidés dans leur développement personnel tout au long de leur vie, ou en tout cas sur une bonne partie des années qui suivent les chirurgies et qui est un suivi, voilà, un suivi national de ce type de chirurgie pour qu'on puisse vraiment affirmer qu'on améliore la qualité de vie de ces personnes qui se trouvent dans une situation d'incongruence. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette belle communication. Effectivement, faut faire des cohortes, je pense. Des questions, monsieur le secrétaire perpétuel.
Oui, merci beaucoup pour votre communication et en particulier les aspects sémantiques qu'on a parfois du mal à posséder. En réalité, vous parliez de la difficulté de la compréhension de la demande des patients et c'était juste pour vous dire qu'on va faire une session sur ce qu'on appelle la médecine narrative. Alors, je vais vous dire que quand on nous a proposé ça, je ne savais même pas ce que c'était. Et en fait, ce sont des médecins qui demandent aux patients d'écrire leurs demandes. Alors, il ne s'agit pas d'écrire trois phrases, hein. Il s'agit de je viens vous voir parce que mon problème c'est ça depuis tant de temps et que etc. Et je voudrais ci, et je voudrais ça, et j'ai peur, j'ai pas peur. Enfin, voilà. Et nous allons donc recevoir un chirurgien qui fait de la chirurgie bariatrique et qui fait ça depuis plusieurs années. Il a 700, il a repris 700 textes et je pense que dans ces situations-là, probablement, le fait de demander aux patients d'écrire leurs ressentis, leurs demandes précises, ce qui permettra de préciser d'autres points, peut-être à la consultation, doit probablement être une aide. Ben voilà. Je vois que le Brésil est branché. Le professeur Nakatura, est-ce que vous avez une question à poser? Est-ce que c'est une problématique au Brésil? Professeur Alain. Pardon. Moi, je ne pense pas que c'est un problème ici au Brésil, mais je suis sûr que la chirurgie transsexuelle, surtout, j'ai bien compris qu'il y a une détermination différente que la personne préfère que vous d'avoir des noms, par exemple, euh, euh, la modernité é que quelqu'un peut dire que son nom é um nome combiné, um nome féminin, mais pour la chirurgie, pour faire un changement, il y a au Brésil quelques régions où nous pouvons comparer avec la Inde, où il y a des personnes qui font un comportement différent et ne sont pas transsexuels, ne sont pas devenus hommes ou femmes à travers de la chirurgie. Mais je pense que la situation est beaucoup plus sociale aujourd'hui avec l'Internet, avec l'Instagram, avec beaucoup de choses pour faire une différence de la nomination des personnes. Pas beaucoup pour la chirurgie, mais surtout pour les noms, surtout pour comprendre ce que quelqu'un veut être. Merci beaucoup. Oui. Bonjour Vladimir Miss. Je voudrais rappeler les travaux de mon maître qui a fondé l'Académie, le professeur Pellerin. Je me souviens que entre les années 70 et 80, et j'étais interne, pas pendant toute cette période, mais pendant une bonne période chez lui, cet homme admirable avait été confronté au désespoir des parents, surtout, de ces enfants qui étaient intersexués. Et c'était vraiment pour rendre service à ses parents qu'il avait donc mis au point des techniques extrêmement innovantes dans un sens ou dans l'autre, homme, garçon vers fille ou fille vers garçon. Et ces techniques étaient déjà axées sur essayer de respecter une partie de la sensibilité érotique par préservation, par exemple, d'une partie du gland pour les cas de macroclitoris. Alors, je voulais savoir un petit peu où est-ce que comment vous avez analysé cette pression parentale dans ces familles qui sont désespérées de ne pas pouvoir déclarer un sexe à la mairie dans les jours qui suivent la naissance de leur enfant. Peut être la personne la mieux placée pour parler de ça. Moi, je ne pratique pas de chirurgie d'hypospate sévère ou ce genre de choses. La seule connaissance que j'en ai, c'est à travers celle de mes collègues urologues pédiatres qui le font encore énormément. Alors, je pense que le législateur a essayé de mettre la personne malade, en tout cas le patient, au centre des débats, comme je vous l'avais dit. Et l'idée, c'est de plus assigner un sexe en cas d'intersexuation, mais de laisser en fait l'intersexuation comme étant une forme de genre à part entière, hein. Et si la personne souhaite devenir un homme, ben, en fait, on demandera au chirurgien
d'essayer de faire, si c'est techniquement possible, de lui quelqu'un qui ressemble plus à un homme. Et inversement, si ça doit être, si le choix c'est d'être une femme, inversement de faire plutôt une vaginoplastie et de mettre en place des prothèses mammaires s'il y a besoin. Ou en tout cas de plutôt le genrer du côté féminin. Je pense que la pression initiale, elle est moins importante qu'avant. C'est le côté bénéfique de la loi de bioéthique. C'est-à-dire et le fait de mettre l'enfant au centre des débats, c'est un petit peu à double tranchant. En tout cas, moi, c'est une expression personnelle. Si les gens si les parents arrivent à construire leur enfant sans forcément le caricaturer dans un sexe ou dans l'autre, ça lui donnera peut-être un petit peu plus de champ. Après, si il l'habille en bleu bêtement ou il l'habille avec des pantalons, ils le font jouer avec des choses, il va plutôt s'affirmer comme étant un garçon, il va appartenir plutôt au clan des garçons et inversement, avec les poupées, plutôt au clan des filles. Mais voilà, l'idée, c'est de mettre les enfants devant leurs responsabilités à un moment donné et quand ils sont en capacité intellectuelle d'exprimer un souhait, d'essayer avec les pédopsychiatres et les endocrinologues, de les accompagner vers leur choix. Voilà. Donc je pense que maintenant, c'est un peu plus ouvert que ça l'était avant. Professeur Joannet. Oui, je voulais juste revenir sur la communication de Dominique Casanova. Il nous a expliqué que dans l'histoire de cette chirurgie, plusieurs innovations ont été faites pendant plusieurs années sous le manteau, comme il a dit. Et j'aime bien cette expression, je l'utilise souvent. Et ce qui est assez frappant, c'est qu'il n'y a pas que dans cette chirurgie. Par exemple, dans l'histoire de la cœlioscopie, les premières mondiales ont été faites pendant plusieurs années sous le manteau, jusqu'à ce qu'il y ait un universitaire qui s'en saisisse et qui diffuse l'information. Or, à l'Académie, on est quand même très polarisé sur ces histoires d'accès aux innovations. On voit bien qu'on a du mal à faire valider les nouvelles opérations, on a du mal à faire des études qui soient convaincantes, on a du mal à accéder aux dispositifs médicaux que parfois même les industriels ne cherchent même pas à faire valider. Après tout, ils les vendent, ils s'en foutent. Et on se dit, mais finalement, et moi je sais qu'il y a actuellement des opérations qui sont faites par mes associés qui n'existent pas et qui pourtant sont des progrès, enfin je veux dire des éléments qui semblent bien améliorer la prise en charge des patients. Mais ils n'en parlent pas, ils font ça dans leur coin et l'industriel, il vend son matériel. Et donc ça veut dire que pour nous, il y a un vrai sujet là, qui est que les spécialités aient accès aux innovations, c'est-à-dire sachent qu'il y a un type dans son coin qui fait ça. Après, elles jugeront si c'est une innovation de rupture ou un véritable progrès, puisque seules elles peuvent juger ça, pour qu'ensuite ça remonte. Mais pour l'instant, les informations ne remontent pas. Et ce n'est pas la question que ça soit des vaginoplasties et tout ça, parce que finalement, peut-être que cette chirurgie était moins acceptée, mais vous aviez l'air de dire qu'en Allemagne, finalement, les choses étaient, jusqu'au moment du pouvoir nazi, les choses étaient comprises. C'est une question que les chirurgiens ils ont peur, comme ils ne sont pas reconnus, ils se disent, ben, j'en parle pas. Et on a perdu beaucoup de temps. Oui, merci de poser cette problématique parce que c'est tout le problème des cotations par assimilation et qu'on n'arrive pas à serrer et à voir. Et pour les datas, c'est catastrophique.